Bonjour et merci infiniment de votre fidélité à ce programme de rencontre-échange, l'émission hebdomadaire qui fait la paix balle aux discussions, aux échanges en plateau. Ce jour, on va parler de l'avocat, de ce métier d'avocat, une passion, un engagement au service de la défense des droits humains. À l'occasion des 30 ans de maître Sylvain Atomensan, il est avocat à la Cour et donc c'est lui qui, depuis 1994, a prêté serment et s'engage à la défense des droits humains. Nous allons le recevoir sur ce plateau pour échanger avec lui à propos de ce métier d'avocat. Maître, merci à cette invitation. Merci de me recevoir, merci beaucoup. C'est cela. Avec vous, nous allons parler de vos 30 ans de carrière et on va aller au-delà pour parler du métier de l'avocat en général, vos passions, vos peines et joies dans ce travail. Mais pour commencer, quel souvenir vous gardez de ce jour dans l'année 1994 où vous avez porté votre toge et vous avez prêté serment devant vos confrères? Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous personnellement, d'avoir pris l'initiative de m'inviter dans cette émission lorsque vous avez vu sur mon profil Kakemono que j'ai fait établi pour célébrer à ma modeste manière les 30 ans d'exercice de la profession d'avocat. Cela m'a énormément fait plaisir parce que j'ai le sens des célébrations. C'est cela. Et célébrer des événements de la vie fixe la mémoire. Sur des événements heureux. Je sors d'ailleurs d'un bel atelier du Ashkroum sur la mémoire. Il faut entretenir la mémoire et pérenniser notre histoire pour fixer notre identité. Donc je voudrais pour cela vous remercier. Je voudrais aussi remercier la direction de votre chaîne et l'ensemble de l'équipe pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de la profession d'avocat en général et partant de parler de moi, de pour ces 30 ans que j'ai vécu. Je tiens aussi à avoir une pensée pieuse pour mon père, Messan Ato Honoré, et ma mère, qui me regardent de là-haut. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Madame Adjele Wilson Baon, veuve à Meganvi, que nous appelons Tanti. Pensée pieuse aussi pour Segou Damine Tidjani Drouyaï et pour Dr Michel Kwasi Atomensan. Mes pensées vont enfin à l'illustre homme Kebambaye de regretter mémoire qui, séduit par mon éloquence au-dessus d'une conférence, m'a fait l'honneur de le côtoyer et de m'inscrire au tribunal arbitral du sport. Ce sont des personnes qui ont énormément compté dans ma vie, après mon père et ma mère. Tous ont marqué d'une façon ou d'une autre ma vie ces 30 dernières années. Que la lumière sans déclin brille à leurs yeux et qu'ils reposent en paix. Maintenant, pour revenir à votre question, nous étions 4. Ce jour-là, ce 27 octobre 1994, Pascal Agboibo, Isabelle Ameganvi, Myriam Diallo et moi a prêté serment devant la cour d'appel de Lomé présidée, et je me souviens beaucoup encore, par Madame Awa Ledi Nana Daboya, présidente d'Ashkroum actuellement, pour qui je rendrai hommage, à qui je rendrai hommage également pendant cette émission. Et nous étions avec nos 4 parents, les parents des 4. Vous savez, il y avait le fils d'un ténor du barreau, il y avait Isabelle Ameganvi que vous connaissez tous aujourd'hui, il y avait Madame Diallo qui était là parce que son mari était en poste ici, et puis il y avait moi. Isabelle et moi, on était déjà connus parce que nous avions, dans les années 90, fait un certain nombre d'actions dans le cadre des revendications sur les droits de l'homme et la démocratie. Et donc, nous nous sommes retrouvés, le fils d'un ténor d'un barreau et deux anciens, Pascal Agboibo et 2 anciens jeunes militants de la EJUB qui ont travaillé pour consolider les débats sur la démocratie et sur les droits de l'homme. J'ai encore à l'image l'image de Jovi Gali, qui fit un de mes mentors, du bâtonnier Koko Kofigo, du bâtonnier Agboibo, vous comprenez déjà. Et c'était sous le bâtonnat de Maître Amegandien qui nous a présenté à la cour. C'était de très bons moments qui sont restés gravés dans nos moments. J'ai essayé de regarder le film Le Jour
de cette prestation de serment, m'étant retrouvé seul, je n'ai pas bien vécu ça, mais j'ai vu des images qui aujourd'hui ont pris un peu d'âge, un peu de rides, mais qui sont toujours rayonnantes et qui vous rappellent que le temps fait ses œuvres, mais il faut résister aux œuvres de l'État. Alors, 30 ans en arrière, n'est-ce pas? Oui, 30 ans. Jeune avocat, fraîchement sorti du parcours universitaire. Oui. Et avec l'ambition d'exercer une carrière bien faite et bien menée, bien nourrie, n'est-ce pas? Donc, je voudrais quand même vous raconter un peu mon parcours. Effectivement, je suis né à Lomé, mais j'ai fini mes études de lycée à Sokodé, où j'ai eu mon bac et je suis rentré à l'université. Et donc, en 4 ans, j'ai eu mon diplôme de maîtrise et je devais partir en Europe pour les études supérieures. Et ensuite, ça a coïncidé avec la période de la conférence internationale et au sortir duquel j'ai été appelé par la nouvelle ministre des droits de l'homme, des affaires sociales et de la promotion de la femme, Madame Brigitte Kafuya-Diamago, qui était une brillante professeure de droit de notre époque, et qui donc m'a appelé à ses côtés pour être consultant sur les questions des droits de l'homme, parce que le ministère des droits de l'homme venait d'être installé et créé. Et donc c'est par ce biais que j'ai aidé à mettre en place ce ministère. À son départ, il y a eu Madame Gazaro qui a pris sa place et qui m'a reconfirmé également dans ses attributions. Et donc c'est avec moi et une petite équipe dont Maître Mineko aujourd'hui qui est devenu avocat et monsieur un autre dont j'oublie le Autier. Donc nous avons créé le ministère des droits de l'homme aujourd'hui tel qu'il est. Et ensuite Jovi Gali a pris la suite. Et c'est à ce moment après que j'ai pris une bourse de la francophonie pour partir à Bordeaux, ensuite à Strasbourg pour aller préparer mon 3e cycle. D'accord. Que je finirai en fait en ratant un peu le barreau pour retourner à Paris faire des études. Voilà. Donc j'ai fait des études de droit, je me suis intéressé à la philosophie, à la sociologie. Et donc ça fait 35 ans que je suis sur le terrain des droits de l'homme. Par après, lorsque j'ai senti que j'avais le capail, que je pouvais faire autre chose, j'ai demandé la permission à mon papa, parce que qui trouvait en son temps que lorsqu'on travaille à la fonction publique, on a le salaire assuré. Et donc je lui ai demandé la permission de me laisser aller tenter cette aventure de l'avocature. C'est cela. Et c'est comme ça que je suis devenu avocat après avoir quitté le ministère des droits de l'homme. C'est cela. Donc vous n'avez pas tout de suite ouvert un cabinet d'avocat, hein? Non, quand j'ai fini, j'avais été appelé par Maître Agouibo, de regretter mémoire. Ensuite, Maître Akouité, Loretta, m'a présenté à Maître Aye, de regretter mémoire. Et je devais donc commencer les stages chez lui. Après, mon frère, Michel Atomessa, m'a amené chez Maître Amegandje. Mais à Kérobourou insistant, j'étais revenu fraîchement d'un stage dans un cabinet au Canada. Donc Akelbourou m'a plutôt repris et donc j'ai fait mon stage chez lui. Vous avez travaillé avec lui en tant que stagiaire, avocat stagiaire? Avocat stagiaire pendant 2 ans, ensuite collaborateur pendant 7 ans. C'est ça. Concrètement, comment ça se passe, n'est-ce pas? Vous avez fait votre maîtrise d'accord en droit, vous avez fait des études de 3e cycle, mais et après, alors finalement, comment devient-on avocat? Bon, dans notre temps, avec Jean Degli, Maître David Vincent, il y avait la fac de droit avait institué, en accord avec le barreau d'alors, un examen d'accès à la profession. Parce qu'au début, avant notre époque, avant 90, au 88, quand tu as la maîtrise, tu pouvais trouver un cabinet, commencer un stage et puis après un pré-stage et puis après prêter serment de devenir avocat. C'était le cas de ceux qui nous ont devancés, les Devochou, les Apévon et autres. Mais à notre époque, dans les années 88, donc on a institué ce que nous avons appelé
l'examen d'accès à la profession d'avocat, qui était assez sélectif dans le temps. Je me souviens que nous étions 300 ou 500 candidats d'alors, on n'a été que 3 à avoir été retenus. Pascal Agboibo, Isabelle Amegambi et moi, sur les 500 que nous étions. Et donc, c'était très sélectif. La première vague de cet examen, c'était Degli, Yaovi, Lochi et Dalmeda. Ensuite, Maître Kodjo et Maître Kila et Maître Allo ont suivi. Et ce fut notre tour. Donc nous étions la 3e vague de ceux qui avons passé cet examen, qui n'était pas en fait le CAPA. C'est ça le CAPA, d'accord. Non, qui n'était pas l'appellation en fait, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, l'appellation, c'est le certificat d'activité de la profession d'avocat, qui se fait en 2 phases. Oui. D'abord, il y a une phase de sélection qui permet à l'équipe de choisir les bons dossiers au regard du cursus des étudiants. Oui. Et il suffit, le diplôme minimum, c'est le Master 2. Actuellement. Oui, actuellement, on n'a pas, même si tu es docteur, tu seras obligé de passer cet examen. Mais il y a d'autres conditions pour les professeurs, pour les magistrats, sur lesquels on peut revenir si le temps le permet. Et donc, vous déposez votre dossier, vous faites votre demande. Et donc, l'équipe de sélection choisit pour, compte tenu de la disponibilité des amphis, des lieux de formation, pour qu'on puisse vous inscrire, vous accepter à la formation. Et donc, la formation dure entre 9 mois et 1 an. À la suite de la formation, vous passez l'examen. Et cet examen aussi est sélectif. C'est vrai que nous, de notre époque, on était 3 ou 4, mais après, lorsque le CAPA était organisé dans le temps par la faculté de droit de l'université de Lomé, la dernière organisation étant celle d'il y a 3 ans où on avait 17 candidats qui avaient réussi, mais ça avait donné lieu à un certain nombre de débats, de discussions, ce qui fait que les jeunes n'avaient pas prêté sa main à temps. Et donc, mais c'est depuis l'année 2022-2023 que le système de CAPA confié au barreau du Togo a vraiment commencé. La première promotion est sortie il y a un prêté serment le 11 octobre à Kara. C'est ça. Donc, et ça, c'est maintenant le CAPA. Ce n'est pas sur la tutelle de l'université. Non, maintenant c'est sur la tutelle du barreau du Togo qui l'organise, avec l'aide des universités. Bien sûr. Et cette année, nous l'avons fait avec l'ISDI, l'Institut supérieur de droit et d'interprétation, qui a été créé par un des hommes que j'apprécie, que j'admire aussi beaucoup, José Simenou. Et donc c'est cette université-là qui a abrité les formations. Mais c'est sous la férule de l'école d'avocat, du centre de formation à la profession d'avocat qui est installé à la maison de l'avocat. Donc c'est tout à fait indépendant, n'est-ce pas? C'est totalement indépendant. C'est cela. C'est entre les mains des avocats. Mais il y a... Est-ce qu'il y a un gain de sens dans cela? Est-ce que c'est pour mieux organiser la profession? Oui, c'est d'abord pour le mieux organiser, en fait, et puis aussi pour savoir que ce sont des prochains confrères qui vont arriver. On va apprendre à les connaître déjà. Parce qu'on ne va pas aller les chercher ailleurs et venir nous les imposer. C'est des confrères que nous avons pratiqués pendant 1 à 2 ans de formation, puisque après nous les recevons dans nos divers cabinets. Oui, pour les stages. Sur la main, pour les stages et tout ça. Donc on a appris à les connaître. Ça nous permet d'avoir une maîtrise, de les apprécier. La plupart, pour la moitié, ils étaient déjà dans des cabinets d'avocats. Donc c'était plus facile. Et comme le barreau est une institution indépendante, le fait que le barreau organise ce concours, ça renforce l'indépendance et ça renforce la crédibilité de la formation, parce que la formation est maintenant sous le contrôle de la conférence des barreaux de l'UMOA, puisque la profession d'avocat est régie aujourd'hui par le règlement de l'UMOA sur l'exercice de la profession dans l'espace UMOA. Donc c'est le même test qui s'applique en Guinée-Bissau, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Ça permet donc, et souvent quand l'examen est mal organisé ou donne lieu à des critiques ou à des revendications, on se réfère souvent à la conférence des barreaux de l'UMOA, et à la limite on va jusqu'à la cour de l'UMOA qui est à Ouagadougou. Ce qui veut dire qu'un avocat togolais peut donner des prestations partout, n'est-ce pas? Bien sûr, aujourd'hui un avocat togolais peut s'installer au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, il suffit de faire une petite formalité, vous vous installez comme vous êtes un citoyen. Et la preuve,
les avocats, les jeunes peuvent aller passer l'examen de CAPA au Bénin, en Côte d'Ivoire, comme des Béninois sont venus passer le CAPA Togolais. C'est ça. Oui. Bien, merci. Rencontre, échange, nouveau numéro. Nous parlons de la profession d'avocat, une passion, un engagement. Maître Thomas San est mon invité. C'est lui qui est à l'honneur. Il fait les 30 ans de carrière. Il nous raconte son parcours dans un souci pédagogique, justement, pour aider peut-être les jeunes qui nous suivent à embrasser cette carrière. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce domaine de savoir, de connaissance et de profession? En fait, j'avais voulu exercer 3 professions. Être prêtre. Ah bon? Oui, parce que j'étais très séduit par les prêtres. Je visitais dans mon enfance, dans ma petite enfance, les franciscains. J'ai voulu être prêtre, enseignant, 4 peut-être, l'autre est subsidiaire, ou avocat, mais en même temps journaliste. C'était les 4 professions que j'avais voulu exercer. Vos rêves d'enfant, quoi. Oui. Mes rêves d'enfant. Ma mère m'a déjà dissuadé d'être prêtre parce qu'elle estimait que, étant son seul garçon, de ses relations, de sa vie avec mon père, et elle trouvait mal que je devienne prêtre et ne lui laisse pas de descendance. Sans se multiplier. Voilà, sans me multiplier. Et je crois que mon père, avec la complicité de ma belle-mère, c'est-à-dire la femme de mon père, partageait cela parce que dès que j'ai réussi au certificat, ma belle-mère a cherché à m'envoyer au séminaire. Et je me souviens que ma maman est descendue pour venir me chercher et me ramener à l'école normale. Et ensuite, bon, à défaut d'être prêtre, j'ai voulu être avocat parce que déjà au collège, je jouais les pièces de théâtre, de chronique judiciaire et je jouais le rôle d'avocat. Et donc, la vocation est ainsi arrivée et j'ai suivi mon cursus. Après, ça m'a rattrapé lorsque j'ai commencé par travailler dans la fonction publique. J'étais en train de travailler à la fonction publique quand j'ai passé l'examen à la profession d'avocat avec Amégan Vie et Pascal Agboïbo. Et donc, je crois que ce qu'on demande à Dieu, on l'obtient. Voilà, j'ai voulu être prêtre pour servir la communauté. Je suis avocat, je suis à la cité. C'est cela. Et alors, est-ce qu'il y avait en vous, n'est-ce pas, cet engagement de défense des droits humains et cette volonté de... Oui, effectivement, lorsque je suis rentré de Soukodé, il y a ça aussi, cette anecdote. J'étais avec des amis. On est rentré fraîchement de Soukodé. Je ne donne pas les noms parce que c'est des collègues qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité assez importants. Je voulais aller en histoire parce que j'aimais beaucoup l'histoire. Et pour la petite histoire, la philosophie, j'ai eu 16 en baccalauréat, 14 en français et j'ai eu 17 en histoire géo. Donc c'était un sujet qui m'intéressait, donc j'ai voulu, je suis très attaché à l'histoire. Donc j'ai voulu aller apprendre l'histoire, mais l'histoire des antiquités et gréco-latines et tout ça. Ben, il y a un qui m'a dit non, écoute, Morino, enfin Sylvain moi je vais en droit. Et comme on était très copains à Soukodé, donc on s'est suivis. Malheureusement, lui, il n'a pas pu passer la première année. Moi, du coup, je suis allé, j'ai continué. Il a suivi après, mais lui n'est pas devenu avocat. Il est actuellement en Allemagne. Et donc, c'est après, à force dans le feu de l'action, je peux également rendre hommage au professeur Santos, qui était un de nos professeurs, et au professeur Gabiam, qui est actuellement à Dakar, qui ont créé en nous cet amour de la profession et qui, le professeur Santos par exemple a rapidement détecté que nous pouvons être de très bons juges, de très bons avocats et dans ma promotion je crois que nous sommes 5 à être devenus avocats. C'est ça. Oui. Et donc alors c'est-à-dire que ce choix de métier, n'est-ce pas, est-ce que c'est conciliant avec votre vie même, dans la vie active, dans la vie dans votre vie privée? Je crois que et ça, c'est un appel que je lance déjà aux jeunes avocats, surtout les jeunes hommes. Et être avocat, c'est un sacrifice de soi. Mais aussi, c'est aller à l'école de l'humilité, d'accepter d'apprendre, d'avoir de la curiosité, mais aussi de prendre une partie de soi pour la profession. Et je me souviens que quand j'étais
chez Yakireburou, il avait des moments où on venait le vendredi au cabinet, on repartait le lundi matin pour aller nous laver, venir plaider le dossier parce que le dossier avait été préparé tout le week-end. On n'avait pas de... Je me souviens qu'il avait même appelé ma copine d'alors pour lui dire que Sylvain est rentré dans une profession, il faut accepter qu'il soit souvent absent. Et puis bon, comme après j'ai eu des missions à l'étranger, ça m'a un peu éloigné de ma famille. Et j'en ai un peu payé le prix. Donc, mais bon. On va dans les détails. Bien. Merci pour ce tour d'horizon de la question de la profession d'avocat, une passion, un engagement. Maître Thomas est mon invité. Alors, dites-nous concrètement, à quoi consiste votre job, un avocat? Parce qu'il y a plusieurs termes. Il y a les juristes, il y a les huissiers, il y a les juges, les magistrats. Alors, vous, concrètement, qu'est-ce qui vous concerne dans... Nous sommes une catégorie spéciale et assez respectée, respectable de la profession de droit, des professions de droit. À part les magistrats qui relèvent de la fonction publique, mais qui ont un statut à part, les avocats sont ceux qui participent à l'œuvre de justice et qui sont aussi des acteurs économiques. N'oubliez pas que nous avons des cabinets indépendants, nous payons des impôts, nous avons des employés et nous sommes obligés, nous sommes assujettis à la caisse de sécurité sociale pour nos employés et tout ça. Et donc nous avons une profession à la fois libérale, mais acteur de l'économie, acteur de la cohésion sociale, acteur de la vie d'une cité. Un avocat qui arrive à libérer un citoyen qui est détenu illégalement, réussit à réunir une famille, un avocat qui réussit à régler les droits successoraux d'une femme ou des orphelins, établit une certaine justice sociale. Et donc notre rôle, parce que nous avons à la fois des cabinets dans lesquels nous travaillons, mais aussi nous allons devant les juridictions et devant les administrations. Et donc quand nous allons devant les administrations, devant les juridictions, eh bien nous plaidons, nous défendons des causes, nous rappelons la règle de droit, nous rappelons les valeurs de droit, nous rappelons les droits de l'homme et nous rappelons la nécessité de respecter la justice. Et c'est différent de ce que les huissiers font. Les huissiers, eux, ce sont ceux qui exécutent les décisions de justice que les avocats sont allés prendre. Il y a eu une querelle, d'ailleurs, sur ce sujet, où les huissiers estiment que lorsque nous avons fini de prendre les décisions, c'est à eux d'aller les exécuter, de se faire payer des pourcentages faramineux. Et donc, ensuite, il y a les notaires qui sont souvent dans leur cabinet, sont plus dans leur cabinet, qui reçoivent et établissent les actes, qui prennent les testaments, qui établissent les donations et tout ça, mais qui ont un rôle assez important, mais un rôle plutôt social et plutôt attaché au bien. Ce ne sont pas des auxiliaires, mais ils reçoivent la délégation de l'État, ils portent le sceau de l'État sur un certain nombre de sujets. Leur rôle est assez primordial pour préserver les biens. Mais lorsque les notaires ont fini de faire leur travail et qu'il y a un litige, par exemple sur une succession, ou alors une vente qui s'est mal passée, eh bien le bébé est filé aux avocats qui vont défendre ces sujets-là devant les tribunaux. C'est seuls les avocats qui ont le monopole de postulation, c'est-à-dire d'aller devant les juridictions et devant les administrations pour aller plaider. Les autres que vous voyez dans la nature, qui créent des officines un peu partout parce qu'ils sont revenus de nos cabinets, ils ont eu leur diplôme de master et ils chôment, ils créent des officines, ils n'ont aucun avenir. Ils ne sont pas des avocats. C'est ça. Ce sont des démarcheurs et d'ailleurs nous levons contre cette catégorie de citoyens qui sont pratiquement hors la loi. Donc les avocats sont des auxiliaires de justice à part qui ont un certain nombre de fonctions. Et aujourd'hui, avec le règlement de l'UMOA, nous pouvons même avoir des actes d'avocats. Nous pouvons même nommer pour régler un certain nombre de successions. Nous pouvons avoir des mandats pour faire un certain nombre de choses. Et donc, je crois que le périmètre d'action des avocats est suffisamment étendu. Et vous savez, l'avocat, comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, c'est parce que Jésus et Socrate n'ont pas eu d'avocat que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. S'ils avaient eu d'avocat,
ça aurait été autre chose. C'est ça. Oui. Souka n'avait pas souhaité avoir d'avocat, n'est-ce pas? Il a bu là. C'est pourquoi, comme d'office, un avocat pour tout justiciable. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut... Quand la personne ne veut pas d'avocat ou n'a pas les moyens de se payer un avocat, il y a deux façons de le faire. Oui. Lorsque nous sommes en assise et que la personne n'a pas d'avocat, eh bien, le bâtonnier commet d'office un avocat pour l'assister. Maintenant, il y a aussi ce que nous avons défendu depuis 2 ans au niveau du Conseil de l'ordre, c'est le droit d'accès à la justice qui a pour corollaire l'assistance juridictionnelle. Et ça, cette assistance juridictionnelle, c'est un fonds que l'État, à travers le budget de chaque année, met à la disposition de la justice pour pouvoir aider les indigents. Et donc, qui n'ont pas les moyens de se payer le service d'un avocat. Qui n'ont pas les moyens de se payer le service d'un avocat et qui remplissent un formulaire en France, c'est ce qui se fait, remplir des formulaires pour voir s'ils sont éligibles à ce fonds et ils reçoivent un pactole qui leur permet d'aller devant une juridiction. Et donc, il y a un moment qu'on se bat pour que nous puissions avoir ce fonds-là, parce que la loi prévoit le fonds, la loi prévoit l'heure juridictionnelle. Maintenant, il faut que, et vous savez, certaines libertés ne peuvent pas être garanties si l'État ne met pas les moyens. Le droit d'accès à la justice est un droit universel, un droit fondamental, mais qui n'est pas ouvert à tous les citoyens parce que nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Tout à fait. Et donc l'État doit pouvoir apprécier les indigents et faire en sorte que ceux-là puissent bénéficier de l'État parce que l'État a l'obligation de faire en sorte que tous les citoyens aient les mêmes droits, aient le même accès à la justice, soient équitablement et valablement défendus. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays, on a mis en place cette aide juridictionnelle et qu'on alimente chaque année sur un budget pour que les avocats puissent défendre ces gens-là et ne leur demandent pas de payer de l'argent. C'est ça. Ce qui veut dire que vos services sont payés, c'est ça? La plupart, en fait, tous les services d'avocats sont payés, mais d'expérience, et les confrères pourront le démentir, pour ceux qui le font. Mais lorsqu'on reçoit, en fait, aujourd'hui, par les difficultés que les citoyens ont, nous avons plutôt un rôle social sur le conseil. Si vous arrivez dans mon cabinet aujourd'hui, vous venez me poser des questions liées à votre foyer, liées à la succession de votre père, les réponses que je vous donne, je ne les facture pas. Normalement, ça doit être facturé. Normalement, ça doit être facturé, c'est ce que nous appelons le conseil. Parce que l'avocat, à la fois un conseil, représente, assiste. Mais si je vous reçois, nous n'avons pas cette habitude au Togo où lorsque quelqu'un rentre chez vous, nous fait une consultation, on lui sort une facture. Nous les recevons, nous leur donnons la démarche à suivre et nous leur disons ce qu'il faut faire et comment défendre leurs droits, comment se défendre. Après, ils choisissent, s'ils te disent, bon, maître, merci, vous m'avez donné les bonnes réponses, mais je n'ai pas les moyens de payer vos services. Ils se lèvent, ils vous saluent, ils s'en vont. Et ça aussi, nous le faisons, les gens ne le savent pas, les gens pensent que, bon, dès que vous mettez pied dans un cabinet d'avocat... Vous constituez un dossier de 25 000 francs, c'est ça que ça? Bon, en fait, moi, je ne le fais pas. Et Akerobourou ne me l'a pas appris. Il m'a appris à faire beaucoup de choses, mais pas ça. Je ne le fais pas lorsque je reçois les gens pour consultation, je ne le fais pas. Mais quand je reçois des consultations des sociétés, j'en reçois beaucoup de l'étranger, ça, il y a un minimum horaire qu'il faut payer. Quand je reçois des consultations d'une banque, mais si je travaille avec l'assurance ou la banque à titre contractuel, il y a sur certaines questions, je ne peux pas, je ne demande pas qu'on me paye. En fait, les gens... Alors, finalement, qui vous paye? C'est votre salaire, ça vient d'où? Vous êtes dans le libéral? Ça vient de nos honoraires. Il y a des avocats qui parfois n'ont pas de quoi payer leur salaire, leur charge. Il y a des avocats, si dans le mois, vous n'avez pas reçu un client ou vous n'avez pas rappelé des honoraires à un client qui vous doit de l'argent, vous vous retrouvez sur le carreau, vous n'avez rien à apprendre. En fait, c'est pour ça que nous sommes une profession spéciale et respectable et respectée. On doit nous respecter. Parce que nous avons d'abord dans nos cabinets des gens que nous employons, à qui nous payons des salaires, que nous entretenons. Et ensuite, nous payons des charges. L'électricité, l'eau, le téléphone sont des charges qu'on ne peut pas, qui sont incontournables, que nous payons. Mais si dans le mois, vous n'avez pas reçu de nouveaux dossiers, vous n'avez pas fait rappel
des honoraires, où vous n'avez pas de contrats qui vous font rentrer de l'argent, ben, vous êtes indigent. Mais on ne dirait pas, parce que les avocats menent une belle vie. Hein. C'est des films que les gens se font. Moi, depuis 30 ans, depuis 30 ans que j'exerce cette profession, j'ai rencontré des confrères. Même à Paris, il y a des confrères qui ont leur cabinet dans les bars, dans les restaurants, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer un local et tout ça. Donc, c'est des films que les gens se font. Il y a pratiquement la majorité des avocats sont pauvres. Vous voyez combien d'avocats peuvent acheter des maisons, de nouvelles maisons à la caisse, peuvent se construire des villas de 200 millions. Ils sont peu. Et en plus, nos enfants n'ont pas droit à un certain nombre d'avantages parce qu'on considère que leur papa ou leur maman sont des avocats, donc ils sont riches. Non, il y a des avocats pauvres. La preuve, je suis un avocat pauvre. Mais vous ne croyez pas. Oui, les épargnants sont j'ai pas envie de vous croire. Bien sûr. Parce qu'il y a un seuil où vous n'êtes pas pauvre. Oui, et quand vous prenez notre pays, il y a des gens qui sont très riches, qui ne manquent de rien. Il y en a qui ont des difficultés à payer, à régler leur fin de mois. Mais oui. C'est cela. Et je fais partie de ceux-là. C'est ça. Ça ne se voit pas. Bien, merci pour ces échanges, hein, Maître Atto. Mon invité, c'est avec lui que nous parlons du métier d'avocat, à l'occasion de ces 30 ans de prestation de serment. Alors, vous avez fait un parcours de 30 ans. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette profession? Si vous avez à choisir, vous la choisirez encore ou bien vous aurez souhaité faire autre chose? Bien sûr, mais je la conseillerais autrement à nos jeunes. D'abord, l'exercice solitaire est une aventure périlleuse. C'est-à-dire que vous sortez, vous avez fini votre stage, vous allez ouvrir un petit cabinet, vous évoluez seul. C'est compliqué aujourd'hui parce que la cour d'appel est à 5 km du tribunal. Si vous avez des dossiers à faire au tribunal, à la cour d'appel, à la cour suprême, des instructions à faire, c'est pour ça que l'exercice solitaire est une aventure idiote. Bon, maintenant, chacun veut avoir son nom, le nom de sa famille collé à son cabinet. C'est à lui de le faire. Et moi, je suis plutôt sur des regroupements d'avocats. On parle de société d'avocats, c'est ça? Voilà. Société d'avocats. Non, les sociétés d'avocats, c'est autre chose. C'est un palier plus élevé. Vous prenez Akereboro, vous prenez Dogba, vous prenez Martial Akakbo. Ça, c'est un autre niveau. De société, sur ça aussi, il y a débat. Maintenant, je trouve que je racontais hier ou avant-hier à un jeune avocat que lorsque moi j'ai prêté serment le jeudi 27 octobre, le vendredi 28, je suis allé au flagrant délit, j'ai gagné de l'argent. Aujourd'hui, le prétoire au niveau des flagrants délits est desséché. Pourquoi? Parce que les jeunes avocats ne sont plus rémunérés sur ces sujets-là. Ils ont d'autres concurrents qui vont voir les détenus en prison, qui leur promettent la libération sous d'autres formes. Ah bon? C'est dans vos prérogatives d'aller dans les prisons? Oui, mais on va dans les prisons. De mon temps, nous, on allait voir les gens dans les prisons, on rencontrait les clients, Isabelle Améganvi et moi, à l'eau de regretter. Vous leur faites des propositions de service, c'est ça? Non. Ils vous invitent. Ok. Ils ont entendu parler de vous. Moi, je vous ai dit que le 28, j'ai plaidé. Et comme j'ai fait soulever la petite salle, et donc je suis devenu une attraction. Toute la semaine, j'avais des sollicitations. Et c'est pour cela que je rends souvent hommage à Akereboro. Il m'a laissé la main libre sur ces sujets. C'est ça. Et je le dis, mes stagiaires, ils ont la main libre sur ces sujets. Parce que ça leur permet d'abord de se faire la main, mais également d'être à l'abri du besoin. Il y a des petites choses que nous avons réalisées avec... mais c'est fini. Donc, aussi la profession a perdu ce pan entier qui était la plaidoirie. Nous ne plaidons plus. Ah bon. Nous sommes devenus des ouvriers du droit. Nous sommes devenus des écrivains du droit. Nous restons dans nos cabinets, nous pondons des conclusions que nous déposons devant les juridictions. Quand vous allez dans certaines audiences, c'est fade. Ces envolées lyriques, oratoires, qui ont fait la légende des avocats, se sont estompés. La profession également s'approuvit parce que le risque d'exercice individuel
la malhonnêteté, les concurrences déloyales auxquelles nous faisons face appauvrissent l'avocat. Et il ne faut pas oublier que, comme je vous l'ai dit, nous sommes des acteurs économiques. Nous payons les impôts. Et aujourd'hui, nous sommes envahis. Et c'est pour ça que il faut réellement ouvrir des discussions avec les autorités pour que on comprenne le statut spécial de la profession d'avocat, qui est une institution de l'État, qui doit avoir une place sans perdre son indépendance. Aussi, la profession s'est suffisamment modernisée, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et il y a d'autres matières qui sont venues s'imposer à nous, mais auxquelles nous ne sommes pas préparés ou nous ne nous préparons pas suffisamment. Le droit du sport que moi je pratique, le droit de la concurrence, les règles de l'OMC, le droit minier, les contrats miniers, les contrats pétroliers, la médiation, les nouvelles matières, l'arbitrage, qui sont des niches que l'avocat togolais n'arrive pas encore à percer. Sur cela, il faut faire un travail, il faut que l'ordre des avocats, que le bâtonnier puisse intéresser les jeunes à cette profession. Moi, j'ai une présence internationale du fait des intérêts que j'ai nourris vis-à-vis de ces professions, de ces domaines-là. Pas tous, mais il y a certains sur lesquels je suis interpellé. Même les questions de gouvernance, les questions de corruption, de lutte contre la corruption, de blanchiment d'argent, et tout ça, ce sont des sujets qui sont importants auxquels les avocats doivent s'intéresser. Et donc, il y a ce que nous on faisait il y a 30 ans, c'est-à-dire les cessations des travaux. Oui. Tous les lundis, à l'audience du référé, il y avait les cessations des travaux, les termes et délais, les mains levées, et tout ça là. C'était passé. Enfin, ça existe, oui, mais c'est dépassé. Et puis les terrains litigieux. Les terrains litigieux, il y en a et tout, mais bon, c'est pas ça qui va nourrir l'avocat. Et à cela s'ajoute le numérique maintenant. Hein. Il y a le numérique, voilà, le droit du numérique, l'intelligence artificielle, la cybercriminalité. Et tout ça, ce sont des matières dont les jeunes doivent voilà, s'approprier, ou que les jeunes doivent s'approprier pour pouvoir évoluer. Et pour être sur le terrain, sur le marché international. Parce que moi, par exemple, j'ai reçu le dossier d'un client qui est poursuivi par un cabinet d'avocats londonien. Je suis allé sur leur site et je suis ébloui. Et alors, quand je vais partir à Londres, peut-être en janvier, pour ce dossier, c'est intéressant. Vous rencontrez d'autres personnes, c'est des ouvertures. Et donc, je crois que la profession, depuis 30 ans, a suffisamment évolué. Les matières se sont imposées à nous. Par exemple, l'OADA. Oui, aujourd'hui, le gouvernement a eu la bonne idée de créer le tribunal du commerce, qui absorbe beaucoup de contentieux au niveau des banques, au niveau des assurances et tout ça. Il y a une nette évolution de la profession qu'il faut saluer. Et il faut qu'on s'adapte à l'évolution du temps, à la marche du temps. Aujourd'hui, même le droit des médias a beaucoup évolué. Vous, les journalistes, vous avez d'autres sujets sur lesquels vous allez intervenir. Quelles sont les limites des informations sur TikTok, sur et tout ça. Les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, quelles sont les limites. Et tout, moi, quand j'ai enseigné le droit de la communication aux journalistes dans ce pays, je les appelais déjà à s'ouvrir à l'international, s'ouvrir sur le monde, parce que aujourd'hui, nous sommes au Togo, mais les Ivoiriens nous regardent, les Français nous regardent. Tout ce qui se passe au Togo aujourd'hui est suivi partout, et donc il faut qu'on soit... Et les avocats doivent accompagner ce mouvement, cette évolution. Les avocats doivent cesser de rester dans leur vase clos, dans leur petit confort. Bon, c'est vrai, ça peut être d'avoir une belle maison, d'avoir une voiture et tout, mais il faut aller au-delà de ça. Il y a certains avocats qui ne sont vraiment pas partis de chez eux. Non, le monde n'est plus ça. Il faut se déployer. Il faut créer des intérêts. Nous avons aujourd'hui, nous comprenons aujourd'hui que les femmes aussi, aujourd'hui, au niveau du barreau, ont commencé par prendre le poids, assez de dimensions. Je salue en passant l'association des femmes avocats d'Afrique, dirigée par ma consoeur Julienne. Il y a les jeunes qui ont aujourd'hui intérêt à s'ouvrir aux autres formes de droit.
moi je reviens de l'Afrique du Sud, nous avons intérêt à aller dans ce pays et aller conquérir des espaces de marché. Parce que c'est des gens qui veulent venir en Afrique. L'assurance Salam, c'est une structure sud-africaine. Effectivement, nous devons aller vers le Maroc. Nous devons nous ouvrir la zone de libre-échange qui est installée aujourd'hui, doit être une opportunité pour les Africains. C'est ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a des audiences qui vous ont intéressé? Oui, quand j'ai lu votre protocole, j'ai cherché, je les ai alignés. Le premier, ça c'est un peu curieux, c'est curieux pour vous, mais c'est le dossier Okavango. Un dossier où il s'agit de pédophilie, parce que je rappelle que sur un certain nombre de sujets, je soulève ma clause de conscience. C'est-à-dire que si vous ne me voyez que vous avez frappé votre femme, je ne vous défendrai pas. Ah bon? Non. Vous faites un tri? Donc un avocat ne défend pas forcément tous les dossiers? On ne frappe pas sa femme. Si elle vous embête, vous vous en séparez, vous passez à autre chose. La taper jusqu'à la blessure, moi je ne défends pas. Je ne défends pas de pédophilie. Quand vous êtes allé violer une jeune fille ou un jeune garçon, parce qu'aujourd'hui c'est courant, ne comptez pas sur moi pour vous défendre. Je ne le fais pas. Sur ces sujets-là, je suis formel, je ne le fais pas. Et donc, dans ce dossier, je rappelle que celui qui était poursuivi était venu me voir. J'ai dit non, que je ne pouvais pas. Il n'était pas lui-même, mais quelqu'un est venu de sa part, j'ai dit que je ne voulais pas. C'est un dossier qui a fait beaucoup de bruit, qui nous a créé des inimitiés, mais je me souviens que Maître Amadou et moi avons fait des plaidoiries qui sont restées d'anthologie. Il y a le dossier à Boïbo, dans lequel le barreau s'est suffisamment levé. Il y a le dossier à Méganvi. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels nous avons acquis une certaine notoriété. Et sur ces dossiers-là, je crois que ça laisse des souvenirs. Heureusement, parce qu'il n'y a plus ces situations où on embastille des opposants politiques, on peut s'en réjouir, du moins les emblématiques. Mais aussi les dossiers des journalistes, que j'ai beaucoup défendus, mais sans Lucien de mémoire, celui qui... Siobo, le gars de Vaughan, je crois que c'est... comment on appelle son journal? Tingo. Tingo. Je l'ai défendu. J'ai défendu lorsqu'on le président de la presse francophone. Ça, il y a certains journalistes que j'ai défendus avec une certaine conviction. Et ce sont des dossiers qui ont marqué. Bon, maintenant, en dehors de ça, il y a des dossiers où vous avez réussi à empêcher un homme d'interdire à sa femme de voir son enfant. Il y a des dossiers où vous avez pu réussir à empêcher la banqueroute à une banque. J'étais dans un dossier où un confrère a signé une compagnie d'assurance pour la déclarer en liquidation judiciaire. Et donc j'ai réussi à lui éviter cela. Les dossiers où j'ai pu faire des recouvrements importants pour les banques, j'ai pu éviter des dommages d'intérêt pour ces banques-là, pour des compagnies aériennes. Ce sont des moments forts de la profession. Mais en même temps, il y a un certain moment de frustration. Lorsque devant l'évidence, devant vous, on conduit votre client en prison et vous êtes impuissant à empêcher cela. Et là, c'est le juge qui prend le dessus, n'est-ce pas? Qui prend le dessus. Malgré votre plaidoirie. Et oui, le dossier où on impose, on envoie votre client dans une autre prison un peu loin de vous pour que vous ne puissiez pas le voir, vous ne pouvez pas l'assister. Il y a ces moments-là, mais je crois que... Ça fait mal à votre conscience? Ben oui, parce que vous n'avez pas... L'avocat a l'obligation de moyens, mais le résultat élève. Le résultat élève, le résultat donne une satisfaction. Lorsque vous avez réussi, par exemple, à réconcilier un homme et une femme, lorsque vous avez réussi à attribuer le droit de garde à une femme qui lui était refusé, lorsque vous rentrez à la maison, vous pouvez ouvrir une bonne bouteille de vin, vous buvez une gorgée, ça fait plaisir. Et j'avoue que avec Isabelle Améganvi, depuis 30 ans,
nous avons partagé ces moments-là avec d'autres avocats. Le dernier procès auquel j'ai eu l'honneur de participer, c'est le dossier des militants de la dynamique Monseigneur Poudreau, que nous avons réussi à faire libérer. Ça fait plaisir. Et cela, lorsque les juges arrivent à faire ça, vous sentez que nous sommes dans un pays où on peut faire quand même des choses. Que ce n'est pas seulement négatif. Il y a des choses positives qui se font. Dans cette atmosphère-là, qu'un juge puisse prendre la décision de dire non, ils n'ont rien fait, et ça donne de l'espoir. Et ça nous dit, bon, écoute, c'est bien de prendre cette profession-là et de l'exercer. Nous sommes très heureux. Moi, personnellement, je suis très heureux. Et je célèbre le début d'une série, d'une période, et la fin d'une période, et le début d'une autre qui s'ouvre pour moi. Parce que les 20 prochaines années qui arrivent, ce sont des années où je serai dans la maturité, dans la sagesse, où j'accepterai les choses, une autre vision. Je les regarderai autrement, et je comprendrai que la fougue de la jeunesse était parfois une erreur. C'est cela. Mais elle m'a permis d'être ce que nous sommes, parce que j'ai la fierté de dire que je fais partie d'un des avocats connus de Lomé. Je suis sollicité, appelé pour un certain nombre d'expertises. Et quand j'arrive quelque part, j'ai la reconnaissance qu'il faut. Et quand je suis dans un conclave, dans une réunion, les gens ont envie de m'écouter. Les gens ont envie de mon avis. Et c'est très bon pour un avocat. Et si j'ai refusé de rester en France, c'est un peu aussi pour ça, parce que j'avais la possibilité de rester en France étant français. Et donc, je pouvais utiliser ce créneau-là pour rester en France, mais je suis revenu parce que mon pays d'origine, je crois fortement que c'est un pays qui a besoin de ses enfants, et je crois fortement que l'Afrique est désormais à la croisée du chemin. Et c'est pour ça que les Africains, les jeunes d'aujourd'hui, doivent se préparer à porter l'Afrique de demain. C'est ça. Vous êtes toujours inscrit à la CPI? Je suis toujours inscrit. Je devais être en ce moment à la session, à la CPI. C'est quoi le job à la CPI en fait, quand vous êtes avocat inscrit à la CPI, à la Cour pénale internationale? Non, vous êtes avocat inscrit à la CPI, c'est que vous pouvez défendre les victimes, on peut vous solliciter pour défendre les victimes, pour défendre les prévenus, pour défendre les parties civiles et défendre les témoins. Parce que à la CPI, les témoins aussi doivent être protégés et ils ont besoin d'avocats. Et donc, j'ai fait des missions pour la CPI dans des pays de la région, parce que nous sommes tenus de ne pas révéler un certain nombre de choses. Et si vous avez la chance d'être appelé par un détenu, et donc vous plaidez, j'ai eu la chance de participer à un certain moment du procès Gbagbo, ça fait plaisir, ça vous honore. Et donc je suis avec Afam Bedi, inscrit à la CPI, nous sommes les deux. Et donc c'est une fierté nationale. C'est une fierté nationale. C'est cela. Et au tribunal arbitral du sport? Je suis toujours. Vous y êtes toujours, oui. Je suis rentré au tribunal arbitral du sport en 2000. Donc j'y suis, ça fait 24 ans que j'y suis. Je suis en train de préparer un séminaire sur l'éthique sportive à Paris. Le mois de janvier, je serai à la Haye pour une session de la CPI. Ce sont des moments fabuleux que nous vivons quand on est dans ces instances internationales. Il faut que les jeunes s'intéressent à ça. Alors, quand on revient ici, il semble que parfois il y a des combinaisons entre avocats, avec les juges, n'est-ce pas, pour noyer peut-être vous savez, un client. Quelle corporation n'a pas ses brebis galeuses? Et les limites humaines sont telles que, à un moment donné, vous faites des choses, quand vous reprochez, moi, peut-être vous n'avez jamais médit de moi. Vous n'avez jamais médit de moi parce que entre vous et moi, nous avons une estime partagée. C'est ça. Mais les médisants, ils sont capables de tout dire de vous. Notre déontologie nous interdit de défendre une partie et en même temps son adversaire. Maintenant, si on vient vous voir pour dire, bon, ce dossier, je veux le régler. Si vous voulez faire un règlement, je donne un exemple. J'ai reçu un dossier de recouvrement d'une société bancaire de la place et je devais procéder à la vente d'un bien. Le débiteur est venu me voir et m'a fait des propositions que j'ai communiquées à mon client. Et je suis obligé de rester en contact avec le débiteur pour pouvoir récupérer les sous et donner. Maintenant, si son avocat apprend que je l'ai reçu, c'est lui-même qui est venu,
j'informe mon confrère pour dire, voilà, confrère, il y a votre client qui a envie de me rencontrer pour qu'on règle ce dossier. Quelle est votre position? Nous, les deux avocats, on se retrouvent, et c'est ça que les gens appellent combine. Non, on se retrouve pour... Ce n'est pas sur la tête du client quand même. Non, ce n'est pas sur la tête du client. Les deux avocats. En fait, les gens ont voulu toujours opposer les avocats les uns aux autres. Moi, il y a certains avocats avec qui je n'ai pas de bon rapport. Mais quand vous prenez les 200 que nous sommes, moi je m'entends avec 197 avocats. Très bien. Le seul avec qui je n'ai pas envie de m'entendre, c'est celui qui m'a menacé de mort en pleine audience. Celui qui te promet la mort, tu ne t'aventures pas à être son copain. Il y a ces inimitiés aussi parfois dans la corporation. Il y a ces inimitiés, mais il ne faut pas que les gens exploitent. Ça arrive. Et il y a des confrères qui me voient, qui me disent, mais il faut promouvoir la confraternité. Et c'est important. Les dossiers, on a fini de les traiter. On peut aller boire, on peut aller manger. Et je me souviens que j'avais un dossier contre Maître Mouquet de Regretter Mémoire. On s'est chamaillé dans la salle. C'était un vendredi. Et puis, quand on est sorti, je dis à Timon, on se voit où? Et son client l'a pris à partie pour dire, ah bon, voulez-vous voir sur mon dos? Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes dans une confrérie. Nous sommes des confrères. Et nous avons des règles de confraternité que nous devons, qui doivent prévaloir sur la défense des clients. C'est pour ça que même si vous avez des intérêts à défendre et que vous avez un client que vous pouvez conseiller pour lui dire, non, écoute, ce dossier-là, il faut payer pour éviter des procès. Il faut le payer pour que le confrère en face puisse avoir ses honoraires et être tranquille. C'est ça. Mais quand vous voyez... les règlements l'amiable sont permis. Ça peut ne pas même être un règlement l'amiable. Vous avez obtenu un jugement contre quelqu'un. Et après, vous voulez exécuter, le confrère dit non, ça ne passera pas. Il met 3 ans pour vous empêcher de... C'est là que les inimitiés sont créées. Mais s'il y a des possibilités, des angles pour nous entendre, pour que chacun puisse y trouver son compte. Même moi, si je veux partir, je vais perdre une partie de mes honoraires. Pour permettre à mon confrère de prendre ses honoraires, je le ferai bien volontiers. Parce que parfois, si tu vas au règlement, le client te dit, bon, au lieu de te payer 10%, je te paie 5%. Pendant ce temps, ton confrère contradicteur a été payé, il prend ses honoraires et vous êtes content. Ça. Oui, on n'est pas des ennemis. Et il faut éviter que nous soyons des ennemis. Moi, je n'ai aucun ennemi. Partout où je passe, je n'ai pas d'ennemis. Mais la seule chose que j'ai, le seul défaut que j'ai, c'est que je suis rancunier sur un certain nombre de sujets. Si tu violes ma fille, je ne te le pardonnerai jamais. Si tu me menaces de mort, je ne serai jamais plus ton ami. C'est cela. C'est sur ces sujets. C'est des principes. Mais oui, c'est des principes. Maintenant, les gens disent dans la population, les avocats s'entendent sur leur dos et tout ça. Non, les avocats doivent nourrir leur famille, doivent nourrir les gens qui travaillent avec eux. Les avocats doivent tenir l'économie nationale. Nous payons une partie importante des impôts dans ce pays. Et on doit pouvoir tenir compte de cette position-là. Nous ne faisons aucune combine. C'est ça. Bien, merci. Et alors, bon, peut-être cette parenthèse, il y a beaucoup d'avocats qui sont entrés dans l'arène politique. Hein. Oui. Vous avez cité, vous venez mémoire, ceux qui vous ont inspiré, qui sont entrés, n'est-ce pas, dans l'arène politique. Et pour vous... Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pour votre information, je suis un élu français. Je suis élu en France. Ça ne m'intéresse pas parce comme élu local ou... Élu local. Mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a, comme partout dans le monde, il y a assez de malhonnêteté, de mauvaise foi dans la vie politique. Pourquoi? C'est né du début des revendications que nous, les étudiants, nous avons portées et que les politiques ont récupérées. Et il faut réfléchir à la marche de notre pays vers la démocratie dans les années 90, le rôle que chacun a joué, les trahisons, les félonies, les coups bas, la malhonnêteté, la mauvaise foi. Tout ça, quand vous faites l'analyse de tout ça, vous dites non, vous n'avez pas besoin d'aller perdre votre vie, vos ressources dans ça. Il y a des confrères... Donc ça vous a dégoûté, n'est-ce pas? Non, ça ne me plaît pas. En plus, et ça c'est personnel, un avocat c'est un avocat de tout le monde. Et comme vous savez que
il y a une certaine inimitié qui se crée lorsque vous commencez pas à faire la politique, les gens se mettent de côté lorsque vous passez. Il vaut mieux être dans une sorte de neutralité responsable et objective, mais avoir votre position. Bien sûr. Moi, sur certains sujets de société, je donne mon point de vue. Si le gouvernement fait quelque chose de bien, je dis que c'est bon. Si c'est pas bon, quand on m'interroge, je dis que c'est pas bon. Que je l'aurais fait autrement. Et puis, en fait, ça fait 30 ans que nous sommes dans cette histoire-là et nous sommes dans cette impasse. Il est temps d'ouvrir les passerelles pour que nous puissions nous retrouver en Togolais, créer les conditions d'une réconciliation et évoluer pour que nous soyons dans un partage d'amour, de bonheur, de joie et qu'on cesse de nous regarder en faïence. C'est pour ça que moi j'anime une association. Et là aussi, ça pose problème. Les gens se demandent pourquoi il fait tant. Aux dernières élections, beaucoup de gens sont venus me demander, mais avec ce que tu fais là, tu veux être candidat? Je suis candidat à rien. Je suis candidat au niveau du barreau pour faire ce que je peux faire pour le barreau. Si le barreau s'engage pour quelque chose, je suis prêt à le faire. Parce que c'est ma famille. Pour le reste, je ne suis candidat à rien. À aucun poste. Maintenant, si on me nomme en tant qu'avocat à un poste d'expertise, ou on me nomme par exemple au Conseil économique et social, on me nomme dans une cellule de réflexion pour faire des choses, je peux aller apporter mon expertise. Comme le chef de l'État, le chef de l'État m'avait nommé en Afrique du Sud pour être juriste de la Fédération en Afrique du Sud. Et je sais ce que ça m'a coûté. Les gens ont raconté des choses que j'ai détourné de l'argent. Et c'est pour ça que je suis loin de la chose publique. Les Togolais trouvent le mal partout. Et lorsqu'ils ont envie, ils te détestent, ils trouvent toujours que tu fais quelque chose de mal. Et ça, c'est le drame de notre pays. Il faut le corriger, M. Wilson. C'est vous qui êtes des journalistes. Recevez des gens sur ce plateau-là pour que nous puissions faire de l'instruction civique. Pour qu'on apprenne à se faire confiance. Et qu'on n'écoute pas les médisances. Qu'on ne médise pas sur les autres. De toute façon, moi, après un temps d'exercice, tout ce qu'on a dit de moi, j'ai quand même 70% des gens qui ont une bonne opinion de moi sur ma façon d'exercer. 20% qui me disent de moi, le reste qui ne se prononce pas. Je suis naturellement, oui, c'est ça. Bien, merci, Maître Sylvain Atomessan, avocat à cour. Et donc, c'est avec vous que nous faisons le tour de ces questions, du métier d'avocat, parce que justement, vous faites 3 décennies, n'est-ce pas, de profession. Finalement, que dire? Quel bilan faire de ce parcours? Non, c'est pathétique. Rien de regrettable, hein? Bon, je regrette de n'avoir pas pu avoir beaucoup d'argent. Je regrette de ne l'avoir pas beaucoup pour le partager. Je fais la nuance parce que je sais souvent partager. Ceux qui ont les habitudes de venir me voir, ils savent que je partage. Oui. Je ne suis pas à l'abri du besoin pour le moment et c'est un des regrets parce que les gens ont fait peu et ils sont suffisamment riches parce qu'ils ont les filons nécessaires pour le faire. À part ça, à part ce regret, et puis j'estime que les avocats doivent encore aller plus sur un certain nombre de sujets. Oui, vous l'avez dit. Ils doivent aller vite, ils doivent aller plus sur un certain nombre de sujets. Ne serait-ce que même au sein, dans l'exercice de la profession, par exemple, l'accès aux décisions de justice et leur exécution, nous devons aller plus, nous devons être assez percutants, parce que c'est ça, c'est notre fonds de commerce. Si on n'arrive pas à obtenir ça, ça fait problème. Et lorsque, ça fait partie des regrets, lorsque tu te bats pendant 3 ans, 4 ans, pour obtenir une décision en définitive, il faut que tu mettes 2 ans pour obtenir la décision et l'exécuter, ça fait un problème. Ça fait mal. Lorsque tu es constitué par un client et que quelqu'un l'appelle pour lui dire non, ce monsieur, il n'est pas proche du pouvoir, ceux qui ne savent pas, ou il va bouffer votre argent, on vient vous prendre votre client, ça fait mal. On a vécu ce genre de choses, mais bon, pour la plupart, ceux qui viennent à moi sont des gens de confiance, qui me font confiance et qui ont gardé leur confiance. Depuis 30 ans, j'ai eu les mêmes clients jusqu'à ce jour. Il y a certains qui m'ont suivi quand j'ai quitté Akerewourou, et il y a certains qui m'ont rejoint, et ça fait énormément plaisir. Il y a des confrères qui m'adressent des clients lorsque ils sont en difficulté ou en conflit d'intérêts. Il y a des clients, des confrères qui me chargent de gérer leurs dossiers.
j'ai vécu ce moment-là avec beaucoup de bonheur. Si c'est vraiment à refaire, je le referai, mais comme je vous ai dit, je le refais autrement. Je ferai en sorte que je gagne beaucoup d'argent. C'est ça. Bien, merci. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaiterez comme souhaitez? Souhaitez-moi d'avoir encore la force d'avoir 20 ans de profession. Solide et en forme. Et solide et de mettre les 3 prochaines années, pour les années qui suivent, à servir le barreau en étant celui qui va en être le leader pour le moment. Ça. Et en gérant le progrès, l'évolution du barreau, avec des confrères qui ont la volonté de s'engager. Et je crois que sur les 150 et 180 que nous avons, il y en a une cinquantaine qui sont vraiment engagés pour le barreau. C'est ça. Voilà. Et ces gens-là, il faut leur rendre honneur. Ces jeunes qui se battent tous les jours, les Boaka, les Achou, les Tsochi, et tout ça, il faut vraiment penser à ces jeunes qui se battent pour donner beaucoup de visibilité au barreau. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais, avant quand même de partir, rendre hommage à certains avocats, à Maître Akelebourou, principalement, à Maître Améganvi, à Maître Agbouibo, à Maître Joka, à Maître Afangbedi, aux bâtonniers successifs que j'ai connus, à Maître Degli, à Zeus, à Javon, à ces jeunes-là, avec qui je partage de nombreux combats, et à Maître Amekoudi, et tout ça. Je voudrais qu'on rende hommage à ces gens-là. Et à des civils. Monsieur ceux qui sont de la corporation. Ariale, Clément, monsieur José Simenou, madame Awanana, qui m'a permis d'aller donner une conférence où j'ai été repéré et je suis au tribunal arbitral du sport aujourd'hui et qui me fait confiance chaque fois qu'elle a besoin de moi. Je voudrais rendre hommage à ces personnes-là parce que, surtout à ses confrères, à Kassa Traoré, à Pévon, tout ça, il faut leur rendre hommage pour l'amitié qu'ils ont pour moi. Ça. Et dire à ceux qui ne m'aiment pas pour leurs raisons, leur dire que je ne suis pas un mauvais type. J'ai des principes. Et quand on les respecte, on est tranquille. C'est ça. Je vous remercie. Merci à vous et bonne célébration des 30 ans de votre carrière d'avocat. Amis téléspectateurs, c'était le numéro de rencontre et échange. Il était question de parler du métier d'avocat à l'occasion des 30 ans de célébration de ce métier de maître Sylvain Atomessa. Merci et je vous retrouve la semaine prochaine pour 2 réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je crois